On est submergé de données, c'est un vrai chaos. Mais comment trouver un sens là-dedans? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec une méthode assez fascinante pour y mettre de l'ordre. Le défi de base, c'est bien celui-ci. Face à cet océan de données, comment est-ce qu'on fait pour repérer des groupes qui ont vraiment du sens? Pour ça, il y a une technique centrale qui s'appelle le clustering. En gros, c'est l'art de regrouper ce qui se ressemble et de séparer ce qui est différent. C'est fondamental pour analyser à peu près tout, des comportements d'achat jusqu'à la classification des galaxies. Visuellement, l'idée est toute simple. On part d'un nuage de points un peu en vrac, et le but du jeu, c'est de venir tracer des frontières autour des paquets qui se forment naturellement. On veut transformer le désordre en quelque chose de clair. D'accord, mais concrètement, comment on fait? Jetons un œil aux approches les plus classiques. On a principalement deux grandes familles. D'un côté, le K-means, là on lui fixe un nombre de groupes à l'avance, disons K, et il se charge de trouver les meilleurs centres pour ces groupes. De l'autre, on a le clustering hiérarchique. Lui, il est plus subtil, il construit une sorte d'arbre généalogique de tous les regroupements possibles. Le problème, c'est que ces méthodes ont des failles. Le K-means, par exemple, est super sensible à son point de départ. Ça veut dire qu'en partant d'un point différent, on peut obtenir des résultats complètement différents avec exactement les mêmes données. Pas très robuste. On pourrait alors se dire que le clustering hiérarchique est plus fiable. Mais attention, il cache une instabilité assez surprenante. Prenez ces deux nuages de points. Franchement, à l'œil nu, on dirait les mêmes, pas vrai? Et pourtant, regardez ça. Ils produisent des arbres de clusters radicalement différents. C'est ça le problème. Une modification infime, presque invisible dans les données, et toute la structure qu'on avait trouvée peut s'effondrer et se réorganiser du tout au tout. C'est un défaut vraiment critique. Notre compréhension des données ne peut pas reposer sur des bases aussi fragiles. Bon, si les outils classiques sont si instables, on peut peut-être essayer autre chose. Une idée plus intuitive. Et si on cherchait simplement les zones où les données sont les plus denses? Cette approche s'appelle la recherche de mode. C'est comme si on regardait nos données comme un paysage en relief. Les clusters, ce seraient tout simplement les sommets des montagnes, les zones de plus haute concentration. L'idée est séduisante, c'est sûr, mais dans la réalité, les données sont rarement aussi propres. Elles sont pleines de bruit. Et quand ce paysage est bruité, on se retrouve avec des dizaines, voire des centaines de petits pics, de petites collines qui ne correspondent à rien de réel. L'algorithme, lui, va prendre chaque petit pic pour un vrai cluster. Le résultat, un chaos de groupes qui n'ont aucune signification. Le constat est donc là. Les outils classiques se laissent facilement berner. Il faut trouver une nouvelle façon de regarder les données, une façon de ne pas se faire avoir par le bruit. Et c'est là qu'intervient une idée révolutionnaire, l'homologie persistante. C'est une approche mathématique qui va nous permettre justement de faire la différence entre une vraie structure et du simple bruit. Pour bien comprendre, on va utiliser une analogie. Imaginez notre paysage de données qui se fait inonder. L'eau monte. Les plus hauts sommets émergent les premiers, ce sont nos clusters qui naissent. L'eau continue de monter, d'autres îles plus petites apparaissent. Puis, à un certain point, deux îles vont être reliées par l'eau. À cet instant précis, la plus petite des deux meurt, absorbée par la plus grande. Et toute l'astuce est là. On va mesurer la durée de vie de chaque île, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre sa naissance et sa mort. C'est ce qu'on appelle sa persistance. Les vrais sommets, les structures importantes vont exister en tant qu'îles pendant très longtemps, alors que les petites collines, le bruit vont apparaître et disparaître presque immédiatement. Alors, comment on se sert de ça pour nettoyer nos données? C'est en le visualisant que tout devient limpide. Ceci est un diagramme de persistance. Chaque point représente une de nos îles, un cluster potentiel. Sa position indique quand il est né et quand il est mort. L'élément clé à regarder, c'est la ligne diagonale. Tous les points qui sont collés à cette ligne représentent des structures qui ont une vie très très courte. En résumé, c'est le bruit. Mais les points qui sont loin de la diagonale, eux, ce sont les survivants. Ce sont les structures robustes, celles qui ont persisté. Et si on regarde bien sur cet exemple, on en compte 6 qui se détachent très nettement. On les a trouvés. Ce sont les 6 vrais clusters qui comptent. Et la différence est juste saisissante. À gauche, la méthode classique qui nous sort un fouillis de dizaines de clusters, la plupart étant du bruit. À droite, l'approche par persistance, c'est net, c'est propre. Seuls les 6 groupes vraiment significatifs apparaissent. D'accord, c'est une technique puissante, mais qu'est-ce que ça change au fond? Pourquoi est-ce si important au-delà de juste faire des groupes plus propres? Parce que c'est la pierre angulaire de tout un nouveau champ de recherche, l'analyse topologique des données. L'objectif n'est plus seulement de regrouper des points, mais de comprendre la forme intrinsèque des données, leur structure profonde, même quand elles sont incroyablement complexes. En se concentrant sur ce qui est stable, sur ce qui persiste, on peut enfin faire la part des choses entre le signal et le bruit. La question n'est plus seulement combien y a-t-il de groupes, mais quelles sont les structures fondamentales cachées dans ces données. Et ça ouvre la porte à des découvertes qu'on commence à peine à imaginer.